Bienvenue dans le 6e épisode de PME Stories. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Bouilly, le CEO d'Elneo. Elneo, c'est un champion industriel belge qui a été fondé par son grand-père, Henri Bouilly, et qui compte aujourd'hui 90 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Si on reçoit Jonathan, c'est pour parler d'une décision audacieuse et rare. Il a décidé de transmettre la majorité d'entreprises familiales aux salariés. Ensemble, on va découvrir pourquoi il a fait ce choix, comment il l'a mis en œuvre et l'impact que ça crée déjà au sein de son entreprise. Le 6e épisode de PME Stories, c'est maintenant. Merci à notre sponsor Yago. Yago est le courtier en assurance qui vous offre un service simple et rapide en cas de sinistre. Bienvenue à tous chez PME Stories avec un invité extraordinaire aujourd'hui, Jonathan Bouilly. Yeah. On va le prendre pour faire toutes nos intros, ça sera bien mieux. Du coup, salut Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comme tu le sais, chez PME Stories, on aime bien interviewer les CEO dans un lieu qui leur est cher. Aujourd'hui, on est à La Raquette, dans ton club de tennis, assez anodin. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi qu'est-ce qui t'évoque ce lieu ? Oui, moi ce lieu, c'est ici que j'ai grandi. Je joue au tennis depuis que j'ai 5 ans. C'est ici que j'ai plein de souvenirs avec mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Et je fais toujours les interclubs maintenant avec mon équipe de copains de l'époque. Donc c'est vraiment un lieu où j'ai passé pas mal d'heures. Et globalement, même avec mes enfants, vu qu'il y a des beaux extérieurs, quand il fait beau, on vient manger ici parce que voilà, on mange bien sans que ce soit fou. Mais en fait, nous, on n'a pas besoin des trucs fous. Les racines, voilà. Le QG. Et donc ici, je suis à 150 mètres de chez moi et j'adore ça. Parfait. Magnifique. On va rentrer dans le vif du sujet, l'actionnariat salarié, dans quelques minutes. Mais avant, est-ce que tu peux, pour donner un peu de contexte aux auditeurs, nous expliquer en quelques minutes l'histoire d'Elneo, qui a été, si je ne me trompe pas, créée il y a 56 ans par ton grand-père? Oui, c'est même un peu plus, 58 je pense maintenant. Donc ça a été créé en 68 par mon grand-père, à l'époque sur un peu un coup de tête où il a répondu à une annonce pour distribuer du matériel anglais. Derrière, la société s'est vraiment bien développée. Mon père a repris dans les fin des années 80. En 2004, il a vraiment changé la philosophie de l'entreprise pour mettre une philosophie beaucoup plus humaine et de remettre l'humain au centre parce que lui, il sentait déjà un peu la mouvance qu'on sent aujourd'hui, mais qui à l'époque était moins évidente de vraiment s'intéresser aux gens et que si les gens sont bien dans l'entreprise, en fait, ils vont travailler mieux et donc ça va faire des meilleurs résultats. Ça s'est beaucoup développé à partir de ce moment-là et en 2015, mon frère et moi, on était présents dans l'entreprise et papa nous a commencé à discuter de dire qu'il prendrait bien sa pension plutôt à 62 qu'à 75. Et donc, on a lancé un projet de reprise. À l'époque, on était 19 actionnaires avec les cousins, les oncles et tantes. Et avec Mathieu, on a décidé de reprendre le management et l'actionnariat. Donc, depuis ce moment-là, je suis actionnaire d'Elneo. Et en 2023, Mathieu a décidé de quitter l'entreprise. Et donc, moi, je n'avais pas la volonté de revendre à l'extérieur parce que j'avais l'impression de vendre mon âme au diable en faisant ça et de mettre en péril l'avenir de tous les collègues. Et donc, j'ai dit à mon frère que je comptais pas revendre mes actions, mais par contre que je voulais bien racheter les siennes, mais à une condition, c'était de pouvoir les racheter avec les collègues. Et donc, de là, j'ai construit tout un projet avec les collègues pour arriver à racheter les actions de mon frère et qu'on fasse vraiment une société avec un actionnariat participatif. Un peu avant ça, que j'ai oublié de mentionner, on a ouvert en France. Et depuis lors, en 2025, on a racheté une société aux Pays-Bas et on vient de clôturer ici un rachat d'une petite société qui vient compléter notre activité en France. Et donc maintenant, on est vraiment actif sur la France, la Belgique et les Pays-Bas. Ah, génial, chapeau. Et c'est impressionnant parce que tu es super humble, mais en fait, c'est une énorme boîte, quoi. Vous faites 30 millions de CA, vous êtes plus de 100 salariés, vous êtes leader sur votre marché. On dirait pas, quand tu parles, on dirait que c'est une petite PME familiale. Moi, c'est comme ça que j'aime bien préciser. Pour remettre en... Là, c'est génial. Et alors, peut-être aussi, toujours pour nos éditeurs, avant d'y aller, vous êtes le spécialiste des fluides sous pression. J'ai bien retenu. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer 2-3 applications concrètes de ces fluides sous pression dans la vie de tous les jours, dans les industries Oui, la plus classique que j'explique toujours, c'est quand on sort du bus et que les portes font pshht, ce bruit, c'est vraiment le signe qu'il y a de l'air comprimé. Et donc l'air comprimé sert
à faire des mouvements automatisés, Mhm. que ce soit dans un bus, mais nous, c'est surtout en fait dans les lignes de production partout en Belgique. Ça peut aussi être pour gonfler votre ballon chez Decathlon ou gonfler vos pneus chez le garagiste. Et on est aussi beaucoup présent dans tous les autres fluides sous pression. Donc, par exemple, dans toutes les sociétés, dans la pétrochimie, quand vous avez un conduit avec du gaz sous pression, vous ne venez pas l'ouvrir pour voir ce qui se passe dedans. Et donc, vous connectez des instruments de mesure pour savoir le débit et la pression qu'il y a à l'intérieur en temps réel pour être sûr qu'on n'a pas une surpression et que tout vienne exploser ou bien qu'il n'y ait plus rien dedans et qu'on ne le sache pas ça. Donc, c'est vraiment Ok. dans tout ce qui est production, en fait, tout ce que tout le monde ne voit pas, on est là, toujours dans tous les secteurs Ouais. d'activité. Non, mais ça permet de mieux placer effectivement ce que vous faites. Mais donc, par rapport à ton introduction, Jonathan, tu nous as bien retracé un peu le beau parcours de votre entreprise familiale. Et c'est vrai que moi, j'aimerais creuser un peu cette décision, on va dire, peu commune, presque révolutionnaire, que tu as pu prendre à un moment de te dire, voilà, je veux ouvrir le capital de mon entreprise familiale à mes salariés, mes employés. Euh, Pourquoi ce choix? Euh, Pourquoi ce choix? À la base de la base, euh, je veux dire, à part le tennis, je suis surtout un scout. Ouais. Et le scout partage, c'est ce qu'on dit toujours. Et en fait, moi, je suis pas spécialement à l'aise avec cette notion déjà de dire que je suis CEO, parce qu'en fait, je trouve que je suis juste un collègue qui prend potentiellement des décisions qui appliquent un peu plus d'argent que d'autres, ou beaucoup plus d'argent que d'autres, mais je me vois pas comme un gars qui sait tout, qui est super fort et qui... Et donc, ce succès qu'on a, on l'a parce qu'on est maintenant un peu plus de 100 à travailler tous les jours, que ce soit dans des projets de grande importance, mais aussi la personne qui vient nettoyer contribue au succès parce qu'elle permet d'avoir des bureaux qui sont agréables pour tout le monde. Et donc, c'est un effort d'équipe. Et en fait, là où je le vis mal, c'est de me dire, toute l'année, je dis, on est une équipe, vous prenez part aux décisions, prenez les meilleures décisions pour l'entreprise parce qu'on fait tout ensemble. Et à la fin de l'année, dire, on l'a fait tous ensemble, hein, c'est moi qui vais tout prendre tout seul. Parce que globalement, pour une société qui marche bien, entre le revenu du salaire et le revenu du capital, ouais, c'est pas comparable. Ouais. Et donc, soit pour moi, dans le monde normal tel qu'on le connaît aujourd'hui, soit on prend énormément de risques et on lance une start-up, ça coûte pas très cher, mais il y a 9 chances sur 10 de se vautrer et d'y avoir mis énormément d'énergie Ouais. et que ça ne donne rien au final. Parce qu'on parle souvent des success stories, mais il y en a plein qui tombent et clair. dont on ne parle pas et on oublie vite ça et on juge un peu les gens qui réussissent. Soit il faut avoir la chance d'être comme moi, d'être la génération d'après ou avoir une opportunité de reprendre une affaire, mais même quand on a l'opportunité de reprendre une affaire, il faut encore avoir le capital pour mettre dedans. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance du coup d'avoir l'entreprise familiale et d'avoir mon papa qui m'aide au moment où il fallait. Donc je me rends bien compte du privilège que c'est et que je ne me suis pas construit tout seul. C'est grâce à l'effort de plusieurs générations que je suis là où je suis. Mais je trouve ça dommage de se dire qu'en fait, c'est les deux choix et que si on n'a pas envie de tout risquer ou si on n'a pas la chance d'être né au bon endroit, on n'a aucune chance d'y arriver, alors que les gens s'impliquent dans ça, le projet. Ta réflexion ou c'est la réflexion de la famille? Parce que comme c'est une boîte familiale, est-ce que tu en as parlé? Est-ce que c'est un sujet qui était rampant dans la famille depuis longtemps ou c'est vraiment toi, quand tu as eu les clés en main, tu t'es dit en fait maintenant ça va plus, il faut le faire quoi? Ou est-ce que tu as constaté ton frère, ton père, tu vois, ton oncle? Non, à l'époque, on en parlait un petit peu avec mon frère, mais c'était contraignant parce que tant qu'on était à deux, euh, il y avait le fait que si une personne prenait 1%, en fait, il pouvait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et mon frère n'était pas à l'aise avec ça, de se dire ça peut déséquilibrer tout. Tandis qu'en fait, quand j'étais tout seul, je peux faire tout moi-même. Moi, je suis redevenu majoritaire, donc j'ai toujours pour le moment le contrôle, enfin une espèce de garde-fou. Mais donc c'est vraiment moi qui ai poussé ça. J'en ai parlé avec mon papa parce que voilà, dans toutes les déconstructions que j'ai dû faire, il y avait aussi moi un truc qui est fort chez moi, c'est la peur de décevoir et de décevoir mon papa qui a porté le projet. Donc je lui en ai parlé, mais lui était super enthousiaste, mais c'était pas son Ouais. idée. Lui était juste en support et à m'encourager à aller vers là. Mais c'est vraiment moi qui avait envie de me réaligner avec moi-même en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a été un succès. Et donc, on sent bien qu'il y avait, tu l'avais déjà dit, ton papa qui avait rajouté dans le slogan de Technofluide de l'époque, humaine, donc cette dimension de valeur que vous portez, que tu portes en tout cas. Mais donc, tu as fait le choix de te dire, effectivement, tu aurais pu rester à boire des coups à la raquette, profiter un peu de ce succès d'Elneo. Tu as fait un choix fort. Au-delà du positionnement et du raisonnement idéologique que tu as fait, concrètement, la mise en œuvre, qu'est-ce que ça a impliqué comme choix dans la gouvernance, comme process, comment est-ce que tout ça s'est matérialisé, s'est concrétisé?
Bah, la première chose, ça a été de voir qu'est-ce qu'on faisait avec les actions de mon frère, parce que Ouais. j'étais pas actionnaire à 100% quand j'ai décidé ça, donc j'ai dit je reprends, mais je voulais pas, je voulais faire les deux en même temps, parce que je me suis dit, si jamais je reprends les actions, que je deviens actionnaire à 100%, enfin, c'est comme toujours. Après, il y a le quotidien qui revient et on se réveille 5 ans plus tard et en fait, on n'a pas fait le projet. Donc là, je me suis mis un sacré challenge où beaucoup de gens m'ont dit que c'était pas possible de faire les deux en même temps, mais moi, je voulais absolument. Donc comment ça s'est passé? Moi, j'ai été trouver ma DRH et ma responsable financière. Je leur ai dit, bah, Mathieu va partir. Moi, je veux pas partir. Je veux rester, mais je veux pas rester tout seul. Mhm. Et je vous demande pas d'investir avec moi, mais je vous demande de construire le modèle avec Ouais. moi qui permettrait, si vous le désirez, d'investir, mais sans obligation, mais aussi à tous les autres collègues. Et donc, on a fait tout ce travail à trois. Et c'était super intéressant parce que moi, j'étais celui qui était actionnaire et qui allait s'ouvrir à prendre le risque de s'ouvrir à d'autres, Mhm. mais elles étaient non actionnaires et elles allaient potentiellement prendre le Avec la risque perspective d'investir de... dans un truc où elles allaient être minoritaires. Et donc, allez, on a challengé nos peurs les uns les autres et ça nous a permis de créer un modèle qui était vraiment top. C'est ça avec la DRH et ta directrice financière. Oui. Et donc, on a commencé à trois. Et moi, je leur ai dit, j'ai beaucoup d'envie, mais j'ai encore rien écrit parce que je voulais écrire à trois, parce que c'est aussi comme ça qu'on fonctionne chez nous. Enfin, je trouve que c'est ça le participatif. Si c'est avoir déjà tout un truc écrit et dire on fait du participatif, mais j'ai déjà tout décidé, ça ne fonctionne Mhm. pas. Et donc on a d'abord été s'inspirer chez les sociétés qu'on trouvait, mais on n'a pas trouvé 250, je crois qu'on en a trouvé 5. On a été voir un peu le modèle, on a compris qu'en fait il n'y a pas de modèle précis, il faut construire son propre modèle qui correspond à nos valeurs et à notre envie. Donc on a construit ça, puis on a présenté ça à nos 13 managers Mhm. pour voir ce qu'eux en pensaient, pour bonifier encore le projet. Donc ça, c'était de avril à mai-juin. Et en septembre, le 5 septembre, on a présenté à tout le monde en présentant que mon frère quittait et qu'en même temps, ben, moi, je reconnais et que je voulais Ouais. ouvrir l'actionnariat à tout le monde. Et à partir de ce moment-là, on a fait un roadshow de 2 mois où, vu qu'on avait 3 sites à l'époque, on allait plus ou moins toutes les semaines sur les 3 sites pour faire des séances de questions-réponses, des séances de formation, parce qu'il faut former sur déjà c'est quoi une action. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce que c'est une action, comment ça fonctionne le financier, ce que c'est une rentabilité d'entreprise, un EBITDA, enfin, c'est tous des Ouais. termes que Ouais, personne n'a beaucoup de jamais pédagogie entendu. finalement dans la démarche. Voilà. Ouais. Et c'est marrant parce que c'était ma prochaine question, c'est quoi la réaction des gens? Ouais, c'est Parce clair. qu'en fait, est-ce que quand quand tu dis aux gens, j'ouvre mon capital, c'est quoi? Ils disent, ok, champagne, ou putain merde, c'est qu'ils ont plus d'argent, ou comment les gens réagissent, quoi? Bah, je crois que ça a été un sacré ascenseur Ouais, émotionnel je pour veux moi. bien croire, ouais. Ça a été une montagne russe sur la journée parce que mon frère a annoncé qu'il quittait parce que voilà, c'était plus pour lui et du coup les gens se sont posés des questions. Bah, John, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il parle pas, etc. Et puis après moi j'ai enchaîné avec bah, ma vision de l'avenir où moi j'ai vraiment énormément d'envie, d'énergie et de projets pour LNE. Et puis j'ai enchaîné derrière par bah, voilà le premier projet qu'on va mettre en place, on va ouvrir le capital et ça doit se faire dans les 3 mois. Donc, on va se bouger, on va vous former, etc. Et il y en a qui m'ont dit, c'est fou comme entre la pause de 10 heures et la pause de midi, tu peux être dans un mood qui est totalement différent. Et donc, je pense que tout le monde a été enthousiaste parce que nous, on a communiqué directement. C'était pas pour l'argent. J'aurais pu reprendre tout seul sans aucun souci Mhm. financier. Donc, c'était pas de se dire, on est en difficulté financière et on a besoin de vous. C'était plutôt, on a un magnifique bébé et j'ai envie de vous le partager. Mhm. Et donc, je pense qu'il y a eu. Bah, moi, globalement, je pensais qu'il y aurait. J'espérais à la base, parce que j'ai relu mes notes il y a justement quelques semaines, j'espérais avoir 3 ou 4 personnes. On était 30 au final, sur à l'époque 90 à investir. Donc, pour moi, c'était un succès phénoménal. Ouais, Parce bien que sûr. se dire en 2 mois et demi, prendre connaissance du fait que le capital va être ouvert sans savoir ce que ça veut dire, et 2 mois et demi plus tard, mettre. Bah, il y a eu entre 1000 et 100 000 euros. C'était le minimum et le maximum qui ont été mis. C'est phénoménal. Je n'aurais jamais cru que les gens. Et aujourd'hui, c'est toujours ça le ratio, je veux dire un tiers globalement Non, on qui a vous ont dit. suivi? Parce qu'on a fait pas mal de règles pour essayer de faire ça bien. Enfin, non, on a fait très peu de règles, mais on en a quelques-unes. Donc, on ouvre le capital que tous les 2 ans, Mhm. sauf la première année. On s'est dit, vu qu'il n'y avait que 2 mois pour se décider, on s'est dit, il y en a, et il faut quand même plus de temps pour processer, ce que je comprends à 100%. Et donc, on a réouvert en 2025, et maintenant, il y a 40% des collègues qui sont actionnaires. 40%. Donc, il y a 10 personnes qui ont investi, et on a 10 personnes qui ont réinvesti, qui ont remis plus, qui étaient D'accord. déjà dans la première vague. Mais donc, concrètement, quand ton frère part, il y a 50% du capital qui est disponible. Oui. Il y a une partie qui est directement achetée par les employés, mais j'imagine pas la totalité. Et du coup, toi, tu rachètes tout ce qu'ils ne rachètent pas, et tu le finances par un prêt, et ensuite, ils te rachètent à toi en secondaire
Comment ça se passe? Quelle est la mécanique financière Alors, qu'il y c'est a plus derrière? complexe et plus simple en même temps. Ok. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une nouvelle holding. Donc une holding, c'est une société qui détient des actions et qui n'a pas d'activité Ouais. commerciale propre. Et moi, j'ai amené mes actions dans cette holding et les collègues ont amené leurs fonds. Et avec ça, on a racheté les actions on a fait un crédit à la banque qui nous permettait de racheter les actions de mon frère. Parce que moi, ma volonté, c'est qu'on soit tous actionnaires de la même société. Je voulais pas non plus créer un modèle où on dit on est actionnaire participatif, mais en fait, moi, je suis actionnaire vraiment du gros bazar et vous êtes actionnaire d'un petit truc sur le côté, vous n'avez rien à dire. Et donc, nous, on est tous avec les mêmes actions dans la même boîte et on est tous montés ensemble dans le même bateau au même moment. Et maintenant, les actions qu'on revend, c'est LNEO Partner qui est la société qui détient tous les LNEO parce qu'on a plusieurs sociétés dans différents pays. Et on avait un collègue qui avait un peu des actions en France parce qu'il avait lancé LNEO France. Je lui ai dit, tu peux plus avoir tes actions, tu dois les retransformer aussi en actions d'LNEO Partners pour que tous les intérêts convergent vers LNEO Group et pas un pays qu'on essaie de tirer, que quelqu'un essaie de tirer la couverture, même si on n'avait Et jamais du eu coup, ça avant. après le premier round, les gens veulent racheter les actions, Oui. concrètement, ils achètent à qui? Alors, selon les actions qu'ils rachètent, parce qu'on a fait un système pour vraiment aider les petits investisseurs, parce que moi, dans la démarche, je voulais casser un peu le modèle capitaliste, qui correspond au fait que c'est ceux qui ont le plus qui auront toujours le plus, et qui ont l'accès à des investissements privilégiés qui ramènent beaucoup plus que les autres parce qu'ils ont plus. Et donc, en fait, c'est un effet boule de neige qui ne s'arrête jamais. J'ai l'espoir d'avoir cassé un peu ça avec Elneo. Donc nous, on a essayé de favoriser tous les petits. Et donc, en dessous de 20 000 enfin jusqu'à 20 000 euros, les collègues ne doivent libérer que la moitié du capital. Donc ça veut dire que pour avoir 20 000 euros d'actions, ils doivent payer que 10 000 euros. Et puis après, c'est dégressif. Entre 20 000 et 60 000 euros, ils doivent libérer 75%. Puis j'ai considéré que si on savait acheter pour 60 000 euros d'actions, c'est qu'on n'a plus besoin d'aide. Et donc là, on paye chaque action qu'on achète. Mais ce qui fait que jusqu'à 60 000, pour avoir ça, on est obligé de créer des nouvelles actions. Et pour tout ce qui est au-dessus de 60 000, on me rachète mes actions en direct. Comme ça, moi, je diminue. Parce que c'est ma volonté, c'est d'être minoritaire sur le long terme. Ok. On va revenir là-dessus, Ok. c'est intéressant. Ok, donc c'est un mélange d'émissions et de secondaires. Oui. Tu peux juste expliquer rapidement sur ta volonté d'être minoritaire à terme? Oui, ça c'est dans une des rencontres qu'on avait fait, c'était pour ne pas les citer, le bureau Greisch ici à Liège, où il nous avait expliqué toute l'histoire, mais en gros, maintenant toute la société est détenue par des collègues et il disait l'entreprise appartient à l'entreprise. Et c'est un concept qui m'a beaucoup parlé, de me dire en fait, l'important dans un projet, dans une entreprise, c'est pas une personne, c'est pas une famille, c'est le projet. Que notre nom soit sur à rue ou pas du tout, en fait, c'est le plus important, c'est que le projet tienne le coup, indépendamment d'une seule personne. Et je trouve que être minoritaire, ça permettrait, le jour où je ne serai plus la bonne personne, qu'on puisse me le dire. Que quand on est à 100%, en fait, qu'on soit le bon ou pas, personne ne va venir nous dire qu'on n'est pas le bon et qu'on doit dégager. Et néanmoins, personne n'est bon toute sa vie jusqu'à 2 jours de sa mort dans son poste. Donc je trouve que c'est bien à ce niveau-là. Et ça permet aussi, pour moi, de sortir de entre guillemets, de cette pression, de cette obligation de continuer à performer, à rester dans l'entreprise, même si je suis plus bien dans l'entreprise, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment, je suis super bien. Mais si un jour ça devait être le cas, quand tu es actionnaire à 100% d'une boîte qui n'est pas du tout liquide parce qu'on n'est pas en bourse, tu te retrouves un peu dans le choix entre guillemets, qu'on a eu il y a 3-4 ans. Est-ce que je revends à l'extérieur ou qu'est-ce que je fais d'autre? Mais là, je veux dire, mon frère a eu la chance que je sois là avec mes 50% que je pouvais mettre pour reprendre, et donc on ne soit pas obligé de revendre à un fonds. Mais LNEO, maintenant, on fait 30 millions de chiffre d'affaires environ. On ne vient pas avec 10 000 euros pour nous racheter. C'est clair. Il faut ramener des fonds propres de base que personne a sur son compte. Et donc, on est obligé de revendre soit à un grand groupe, soit à un fonds d'investissement, que moi, je n'ai pas du tout envie. Et je trouve que c'est la responsabilité du CEO, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. Et la pérennité court terme, c'est avoir des commandes et de générer de la marge en suffisance pour payer tous les salaires. Mais la pérennité long terme, c'est de s'assurer que l'actionnariat de la société soit viable à long terme. Et je trouve que de rester à 100%, c'est pas une bonne option. Ouais. Et je veux pas non plus obliger mes enfants à reprendre l'entreprise. Donc s'ils ont envie, ils viendront dans l'entreprise et ils rentreront dans le système comme tout le monde. Et s'ils n'ont pas envie, c'est tout à fait OK. Et la société peut vivre sans ça. Et comme ça, si moi je suis à 40% et qu'en partant,
de ce podcast, je me fais écraser en allant à ma voiture, bah, Ce qu'on ne c'est souhaite pas un quand problème. même. Hein, Non, idéalement, j'aimerais bien attendre encore un petit peu, mais ce ne serait pas un problème. ouais. Ah non, ça s'entend, mais ça reste courageux et pas typique comme démarche. Non, bah, justement, je réfléchissais à ça en venant ici. Et je me dis, est-ce que c'est courageux ou est-ce que c'est juste qu'on se met des œillères de se dire qu'en fait, on a du contrôle quand on a 100% des actions? Parce que j'ai du contrôle sur les actions, mais les actions ne me donnent pas du contrôle sur les gens. Et si tous les gens décident de partir, j'ai pas de contrôle. Et même si j'ai du contrôle sur les gens, j'ai pas de contrôle sur les clients. Et donc, en fait, on a de contrôle sur rien. Et à partir du moment où on accepte ça, bah, on vit mieux. Alors, j'entends, et en fait, je suis assez d'accord avec toi, mais si on parle de ça à plein de patrons de PME plus traditionnels, il y a une série d'objections naturelles qui arriveraient, quoi. Et on peut les lister ici, 2, 3, que j'ai déjà entendues assez souvent. La première, c'est en fait, si tu ouvres tes comptes à tes salariés, ils vont se dire « Oh, waouh, on fait X millions de profits chaque année. Moi, mes 30% d'augmentation, il n'y a pas de raison qu'on me dise non, quoi. » L'autre, c'est en fait, si tu donnes beaucoup d'actions à tes salariés et qu'en fait, ils s'enrichissent fortement grâce à ça, déjà, s'ils sous-performent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne fais pas de tes salariés, si la boîte va trop bien, est-ce que tu ne capes pas ta boîte parce que tous tes salariés deviennent un peu des rentiers? Et donc, il y a une perte de motivation, etc., 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 quoi. Tu veux que je te demande un avis là-dessus, du coup? Ouais. Je crois que c'est des fausses croyances. Et globalement, moi, je suis dans cette position-là. Je m'arrête pas de travailler. Et je travaille plutôt plus parce qu'en fait, maintenant, je travaille par envie et pas pour mon salaire. Je pourrais globalement, effectivement, vendre l'entreprise, arrêter de travailler et ne plus travailler et que je sois bien jusqu'à la fin de ma vie. Et je trouve que justement, tu amènes une autre dimension dans l'entreprise quand tu sais que les gens ne travaillent pas que pour l'argent. Parce que même si on ne gagne pas non plus des 500 000 euros par an parce qu'on a mis 10 000 euros dans l'entreprise. Donc ça reste quand même des montants. Je pense que ça peut faire une réelle différence dans la vie des gens, mais pas au point de se dire j'ai 25 ans, j'arrête de travailler, mes enfants ne travailleront pas. Et je pense que en fait, la base de ce projet et de tout ce qui tourne autour, c'est la confiance. Et de se dire, en fait, les gens vont pouvoir entendre ce que je leur dis. Et je pense que ce qui freine beaucoup de gens, c'est la peur de se dire, est-ce qu'on va pouvoir être entendu? Est-ce que nous, ici, on divulgue, on donne nos chiffres à tout le monde et à tous les collègues, on les forme sur les chiffres. Mais voilà, ici, par exemple, moi, j'ai pas de dividende. Et par contre, tous les collègues ont un dividende de 4%. Avant que moi, je touche un dividende, mais moi, je n'ai pas la volonté d'en toucher, mon salaire me suffit. Mais bon, comme vous voyez, je ne vais pas dans des étoilés, je vais plutôt dans des clubs de tennis, donc je n'ai pas des dépenses astronomiques dans ma vie et je n'ai pas la volonté d'en avoir. Et je pense qu'au contraire, ça peut casser des fausses croyances aussi des collègues, de se dire, bah attends, ils s'envoient de l'argent, c'est... Et en fait, simplement parce qu'ils ne savent pas, et on se projette on se fait des films, et en fait, quand on voit les comptes, bah oui, ok, on gagne, la société gagne beaucoup d'argent, mais en fait, cet argent, bah, il sert à rembourser des crédits, il sert à faire des investissements, il sert à acheter des voitures, il sert à payer une prime à fin d'année, parce que nous, on fait des primes bénéficiaires. Et au final, bah, ça sert aussi à réinvestir dans la société elle-même, et il n'y a pas de grand secret à avoir. Moi, je trouve que si tu as une rémunération qui est normale, il n'y a pas de raison de la cacher. Par contre, si effectivement, tu te mets 3 millions dans les poches et que tu payes tes gens au lance-pierre, bah oui, bah alors là, il y a autre chose à faire avant. Mais ton salaire, c'est en fonction de ton boulot, du niveau du marché pour ton poste, ta fonction, ton expérience, et ce que tu viens apporter à la boîte, et comment tu te développes dans la boîte, et pas nécessairement lié à « tiens, cette année, on fait des gros bénéfices, il faut que mon salaire explose ». À la limite, si c'est ça, ce serait plutôt, nous, ce qu'on fait, c'est une prime bénéficiaire, donc c'est sur base de bénéfices qu'on fait, on redonne une partie en prime à tout le monde, qu'il soit actionnaire ou pas. Je pense que c'est ça aussi le rôle d'un CEO, d'un manager, d'une entreprise et de sa culture, c'est de motiver les gens vers une vision, vers un projet qu'on a envie de réaliser, vers un objectif qui nous motive beaucoup plus. Et moi, c'est pour ça que je viens travailler. Globalement, j'aurais pu effectivement revendre avec mon frère, revendre à l'international et boire des coups et rien faire. Mais ça m'anime pas. Par contre, arriver à développer Elneo, arriver à améliorer les performances énergétiques dans l'industrie, alors que c'est assez catastrophique pour le moment, surtout sur le domaine des fluides sous pression, bah ça me booste et je me dis, là, je peux faire une différence dans le monde, je peux essayer de laisser un monde meilleur pour mes enfants. Et ça me motive beaucoup plus que de me dire, je gagne un peu plus d'argent. Et je suis prêt d'ailleurs même à perdre de l'argent et investir de l'argent, à perdre d'Elneo pour arriver à faire ce changement-là. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'Elneo va bien.
c'est parce qu'il y a cette envie, ce truc-là, et pas juste qu'on se dit tous on a de l'argent et on... Je comprends. Mais donc, j'ai l'impression que tu as été, tant mieux, conforté dans tes choix, que tout ce que tu as pu vivre et ce qui se passe au sein d'Elneo va dans le sens de on a fait une bonne décision et on est confiant dans les choix qu'on a pu faire. Est-ce que tu peux nous dire succinctement, mais pratiquement, ce que ça a pu changer dans justement la gouvernance du quotidien, l'interpersonnel avec tes salariés, tes collègues, tes collaborateurs? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, c'est quand même une boîte qui est très différente de celle d'il y a 2-3 ans. Oui et non. Ok. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau lui-même. Ok. Et donc en fait, c'était naturel et dans la continuité du management participatif qu'on mettait en place et qu'à partir du moment où on fait tout ensemble, on partage derrière et ça change pas la face du monde non plus parce que nous, ce qu'on a dit clairement, et ça c'était clair pour tout le monde, c'est que s'il y en a qui se transforment en diva parce qu'ils ont investi 1000, 10 000, 50 000, on les vire directement. Fini. Ouais. Ils doivent rendre leurs actions ou Et oui, acheter nous, des actions la seule condition pour avoir des actions, c'est d'avoir un contrat avec Elneo. Donc si tu es licencié, tu perds tes actions et on te les paye à la valeur de la dernière valorisation qu'on a faite, mais tu ne peux plus rester actionnaire. On l'a dit, mais par principe, mais ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Chez nous, ça ne change pas grand-chose. Et Ce qui n'est pas ton cas. Toi, si tu pars, tu gardes tes actions. C'est la dernière différence qu'il y a avec les salariés. Oui, parce que pour le moment, on ne souhaite pas les payer. Ouais. Et donc, on est en train d'essayer de construire ça. Effectivement, ça, on ne pouvait pas mettre dans la convention d'actionnaire parce que ça aurait mis à mal le projet lui-même. Mais donc, nous, ce qui a changé, mais qui n'était pas lié directement à l'actionnariat, c'est qu'on a changé le principe de conseil d'administration, où avant, c'était mon frère et moi pour Elneo et un président qui était externe. Et ici, moi, j'ai voulu, et qui était un ancien CEO, mais qui était inactif à ce moment-là. Et moi, j'ai voulu avoir 3 personnes qui étaient des CEO dans les thèmes qui sont importants pour notre vision et notre développement futur. Et en même temps, on a 2 collègues qui ne sont pas des managers, qui siègent aussi, qui sont élus via une élection sans candidat. Très fort, ça. Et alors, je n'ai pas pris les managers, parce que les managers, moi, je suis déjà en contact avec eux, donc je trouve que je suis un peu la voix des managers, on va dire, à ce niveau-là. Et les collègues, eux, sont plus la voix du terrain. Et donc, il y en a un pour notre site à Liège et un pour notre site à Wetteren. Et on a fait élection sans candidat, ce qui était génial, parce que les 2 qui ont été élus, quand je leur ai téléphoné pour leur dire que ce serait eux, m'ont tous les 2 dit je trouve ça génial, John, mais est-ce que tu sais me réexpliquer? Parce que j'étais sûr que je n'allais pas être élu, donc je n'ai pas vraiment écouté. Et puis après, quand je leur ai dit, ils m'ont dit tous les 2 OK, est-ce que tu veux bien me laisser une journée pour réfléchir? Alors qu'il y avait des autres qui étaient déjà venus me trouver. Non, mais tu sais, moi je sais, je veux bien y être. Et donc c'est génial, je trouve, d'avoir cette dynamique, Ils l'ont pris à d'avoir cœur des gens qui sont mandatés par leurs collègues et pas juste par envie. C'est génial. Donc ça a changé. Et sinon, on fait maintenant l'assemblée générale avec tous les collègues où on représente les comptes en détail. Mais mis à part ça, on ne change pas grand-chose. Et on présente quand même les comptes, pas avec autant de détails, mais on présente quand même les comptes généraux à tout le monde. Donc ça ne change pas. Génial. Si, ce sera malheureusement la dernière question de l'interview, si d'autres patrons de PME nous écoutent et se disent « ce truc, ça a l'air pas mal quand même », quelles seraient les pistes pour y arriver? Parce que j'imagine que c'est un long processus. Comment est-ce qu'on fait? Parce que j'ai entendu plusieurs autres PME, c'est assez mal passé. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit un succès, quoi? C'est quoi les pistes? J'imagine que ce n'est pas du jour au lendemain, mais qu'est-ce que tu commencerais par mettre en place? C'est quoi une bonne méthodologie? Un conseil phare, les pistes bien sûr, mais s'il y en a un qui doit ressortir du lot? Moi, je crois que pour fonctionner, avant tous les trucs pratico-pratiques, c'est travailler sur ses peurs et pourquoi on est freiné. Parce que c'est ça qui va revenir tout le temps, et toquer à la porte. Et si on n'a pas réglé ce problème, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est ça qui va revenir. Et puis, moi, j'ai déjà entendu aussi des gens qui disent au final, une prime bénéficiaire, c'est quand même la même chose. Et moi, je trouve que ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Mais je pense que c'est un moment quand on va trop loin. Et alors là, il y a les peurs qui reviennent. Et on se dit, on va refermer cette porte, on va faire un petit truc. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire. La base de la base, c'est vraiment s'ancrer dans le pourquoi je veux faire ce projet. Est-ce que ça me porte vraiment à fond? Qu'est-ce qui me fait peur? Parce qu'il y a des trucs qui m'ont foutu les boules à moi aussi. Et de le travailler comme ça avec des collègues, nous, comme on l'a fait, ça a permis vraiment d'avoir un espèce de ping-pong entre moi qui prenais des risques, elle qui prenait des risques, et on a travaillé ensemble, et ça a permis de se rassurer et de pouvoir après avancer de manière super fluide. Parce que nous avait dit qu'il fallait 3 ans pour le faire, on l'a fait en 3 mois, 3-4 mois. Ok. Merci beaucoup, Jonathan. C'était super enrichissant, c'était une super interview. Merci. Avec plaisir. Un tout grand merci à notre partenaire Yago.